Moi, c'est Julie, j'ai aussi 37 ans. Et l'année dernière, moi, j'ai dû convaincre un chirurgien de bien vouloir me faire une hystérectomie. Alors, évidemment, le choix peut paraître un peu radical à 37 ans, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Mais déjà, je veux remercier Angèle et l'association Fibrome Info France de me donner la parole sur des sujets tabous. C'est vrai que depuis un an, je n'arrête pas de parler de mon utérus, de mes règles et de mon vagin. Je n'étais pas vraiment habituée à ça, j'étais plutôt pudique jusque-là et c'est une vraie libération de pouvoir le faire. Et j'espère que d'autres femmes qui assistent ce soir à cette conférence auront envie de faire pareil par la suite. Parce que, après tout, pourquoi on devrait avoir honte du fonctionnement normal de nos corps? Je parle des règles, évidemment, mais pourquoi avoir honte aussi de souffrir de maladies gynécologiques? Je pense qu'on s'inflige finalement un peu une double peine nous-mêmes, les femmes, alors qu'on a déjà un certain nombre de charges mentales sur les épaules. Alors, premier point, mais on vient d'en parler, c'est la question de l'hérédité. De toute façon, il y a des points communs entre nous toutes. C'est pour ça qu'on est là pour en parler et le mettre en commun. Ma mère a aussi eu une hystérectomie. Elle s'était à 39 ans. Moi, j'avais 8 ans. Ça m'a beaucoup marqué. Mais évidemment qu'à 8 ans, je n'ai pas su de quoi il s'agissait. Il a fallu des années. Il a fallu que je me découvre des fibromes pour comprendre qu'elle avait eu la même chose. Et comme Amélie et Oti, j'ai eu mes règles très tôt, j'avais 11 ans, et c'est tombé un vendredi 13, ce qui est très drôle quand on voit la suite de mon parcours. Et comme les autres femmes, mes règles duraient 5 à 8 jours, elles étaient très douloureuses, elles étaient souvent hémorragiques, mes cycles étaient parfois de 14 jours, ça fait quand même saigner, du coup la moitié du mois, ça fait beaucoup. Et évidemment, j'étais anémiée, comme Angèle l'annonçait dans l'introduction, voilà où on en arrive. Et finalement, pareil, comme les autres femmes, je me suis habituée à organiser toute ma vie, privée et professionnelle, en fonction de mes règles. Or, je pense qu'on a autre chose à faire que de faire ça et on devrait avoir d'autres priorités. Et finalement, j'ai demandé à ce qu'on me prescrive la pilule vers mes 20 ans, plus pour améliorer ma vie que comme un contraceptif, ce qui n'est pas non plus tout à fait normal. Et là, je suis devenue un petit rat de laboratoire. J'ai essayé des dizaines de pilules, j'ai essayé l'implant et j'ai même essayé le luténil, qui est un grand sujet aujourd'hui quand on connaît maintenant les effets secondaires désastreux. Et avec le luténul, par exemple, j'ai eu des saignements constants et hémorragiques jusqu'à aller aux urgences de l'hôpital. Et évidemment que vu ce parcours et les souffrances que j'avais, je ne manquais pas d'alerter tous les médecins, que ce soit des généralistes ou mes gynécologues. J'en ai vu pas mal parce que j'ai beaucoup déménagé, donc j'avais un problème de suivi. C'était un peu en pointillé à cause des déménagements, mais à tous, je faisais part de mon épuisement, mon ras-le-bol, et j'avais la conviction profonde que j'étais malade. Alors, comme Oti, j'avais des copines qui se vantaient d'avoir des règles de 3 jours et d'oublier de se changer et qu'elles avaient leurs règles. Alors, je les détestais, ces copines, je trouvais ça vraiment injuste. Et moi, j'étais mais vraiment convaincue d'être carrément malade. Sauf qu'en consultation, on n'a jamais évoqué la question du dérèglement hormonal. Ça, on m'en a parlé qu'une fois que j'avais des fibromes, et encore. Et on me parlait toujours de la contraception, donc finalement du sujet de la maternité indirectement, et des MST, donc les frottis et compagnie, mais ça, c'est plutôt les maladies qui arrivent par la sexualité et par l'autre. Et on ne parle jamais avec les médecins des maladies héréditaires et des maladies qui viennent de nos propres corps finalement. Et du coup, puisqu'on ne nous entend pas, qu'on ne nous écoute pas et qu'on ne nous reconnaît pas la maladie, on finit par accepter de vivre dans cette situation et on finit par s'habituer à l'angoisse de saigner en permanence, à l'angoisse de tâcher un canapé. Moi, j'ai tâché des fauteuils de cinéma et de bus, je l'avoue, et à mon avis, je ne suis pas la seule. Alors, est-ce que parce qu'on est des femmes, on doit accepter de vivre que toutes nos vies tournent autour de règles? Je ne crois pas. Et donc, l'arrivée des fibromes dans ma vie, c'était en 2014 que, lors d'une échographie qui n'était pas du tout en lien avec la gynécologie, on me découvre 2 petits fibromes. Là, j'apprends que ma mère avait eu des fibromes, d'où l'hystérectomie. Donc, moi, panique, parce qu'à l'époque, j'envisageais un jour d'avoir des enfants. Et là, ça y est, je me dis, c'est foutu, je vais aussi avoir une hystérectomie. Mon médecin, qui était aussi ma gynéco, me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est banal, que c'est rien, que c'est bénin, que tant que j'ai pas des saignements anormaux, il ne faut pas m'en inquiéter, et qui peuvent disparaître d'ici quelques années. Donc moi, je l'écoute, j'oublie complètement l'existence de ces petits points sur une échographie qu'on ne m'a pas vraiment montré et qu'on ne m'a pas du tout expliqué finalement, à part oublier.
Sauf qu'eux ne m'ont pas oublié. Et là, on arrive en mai 2019 où je crois que de nouveau, j'ai un problème de contraceptif puisque j'ai des saignements anormaux en cours de plaquettes. Et là, je me dis, c'est reparti. Ça faisait 10 ans que j'avais une pilule qui m'allait à peu près. Et je me dis, bon, bah allez, je vais essayer le stérilet. C'était mon ultime possibilité. Sauf que 6 mois plus tard, et là, on arrive en février-mars 2020, ça a été fulgurant. C'est une histoire de semaines, voire de jours, où je me mets à ressentir des douleurs absolument épouvantables. Elles sont dures à localiser, mais j'ai l'impression que c'est dans le vagin. Oti, pareil, il parlait de... Non, c'était Angèle, je crois qu'il parlait de couteau, ou je ne sais plus laquelle. C'est exactement ce que je me suis dit. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait un couteau dans le vagin, et ce n'est pas très agréable. Et je sentais aussi une pesanteur horrible dans le bas-ventre, comme si un truc allait sortir, mais quoi, je ne savais pas. Donc, je suis allée aux urgences. Et là, on m'a annoncé que j'avais 6 énormes fibromes, dont un en nécrobiose. Donc, nous y revoilà, les nécrobioses, cette douleur insoutenable. Et quand je repense à comment je suis arrivée aux urgences, pliée en deux, à ne pas tenir assise sur un siège, avec ces douleurs à hurler, et que j'entends qu'on parle de fibromes bénins, de maladies bénignes, je crois que là, il faut vraiment arrêter. C'est ne jamais avoir eu de fibrome et de nécrobiose que d'oser qualifier cette maladie de si anodine et peu importante. C'est pas possible. Alors, manque de peau, c'est tombé au moment du premier confinement. Du coup, les blocs opératoires étaient fermés. Et j'ai été un peu baladée de médecin en médecin. Je suis passée d'un hôpital à l'autre. Ça a été très compliqué. En tout cas, d'emblée, le diagnostic disait que mon utérus était dans un état épouvantable et qu'il serait quasiment impossible d'avoir un enfant. Je cite le médecin qui m'opérera un peu plus tard. Alors, il se trouve que moi, je ne veux pas d'enfant, je ne voulais pas d'enfant, j'en veux toujours pas. Donc, dans un sens, c'était peut-être plus facile à prendre que d'autres femmes, évidemment, qui ont des projets de bébé. Par contre, ça ne fait pas plaisir d'apprendre qu'on va se faire opérer. J'avais jamais été et j'avais pas, enfin, personne n'a envie de se faire opérer. Et perdre son utérus, ça ne fait pas plaisir non plus. Et là, j'insiste parce que moi, dès que j'ai affirmé mon non-désir d'enfant, il y a eu une confusion et on m'a un peu regardée, un peu beaucoup regardée comme une espèce de féministe hystérique. Et je dis hystérique parce que vous connaissez l'étymologie de ce mot. Comme si je venais revendiquer mon féminisme en disant enlevez-moi mon utérus. Non, j'ai le malheur d'être née avec des œstrogènes un peu foldingues, un utérus qui m'a rendue malade toute ma vie. Moi, si j'avais pu choisir, je voulais mourir, faire une petite ménopause gentille et mourir avec mon utérus. Et je parlais alors de charge mentale dès mon introduction et on y vient puisque d'emblée, face aux médecins, au lieu de pouvoir parler de mon parcours et de mes règles, les médecins, tous les médecins se sont arrêtés à la fonction reproductive de mon utérus. Il fallait à tout prix que je le préserve, quitte à me cacher la vérité sur les suites de certaines méthodes opératoires. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que la maladie passait à l'arrière-plan et que le sujet principal devenait la maternité et rien que la maternité. J'ai même senti qu'on oubliait que j'étais malade et que j'étais au tribunal jugée parce que je disais ne pas vouloir d'enfant et qu'en plus, je décidais de ne plus vouloir souffrir et je choisissais donc une solution radicale. Donc, suite à ça, évidemment, l'ambiance n'était pas très funky avec les médecins et ça entraînait des maltraitances psychologiques assez graves et même des maltraitances physiques, hélas. Et en découvrant mon dossier médical, j'ai découvert à un moment qu'une myomectomie avait été programmée. Alors moi, la myomectomie, j'avais rien contre. J'ai plein de mails qui le disent. Seulement, je posais plein de questions sur les récidives parce que je glanais quelques infos. Je n'ai pas trouvé tout de suite l'association, il me semble, mais quand même, j'avais l'impression que ça revenait, ces petits fibromes. Je me posais des questions sur, OK, tout le monde me parle de maternité. Moi, pour le moment, j'en veux pas et je suis absolument convaincue que je ne veux pas d'enfant, mais tout le monde me forçait à y réfléchir malgré tout. Et je me disais, mais un utérus opéré avec autant de fibromes, c'est pas possible, il y aura forcément des conséquences. On ne me répondait pas, ou on m'a même menti en disant qu'il n'y aurait pas de conséquences, que ça ne posait aucun problème. Et il y a la question du contraceptif, où évidemment, je posais la question, OK, et une myomectomie, sous combien de semaines ou de mois je vais pouvoir mettre un stérilet, et on ne me répondait pas non plus.
Et heureusement, Angèle est arrivée dans ma vie et a répondu à toutes ces questions in extremis. Je me demande si ce n'est pas une semaine avant l'opération que j'ai pu avoir ces réponses et j'ai pu prendre une décision libre et éclairée. Je cite la loi Kouchner, c'est une loi, ce n'est pas rien. Et j'ai décidé de trancher, si je puis dire, pour une meilleure qualité de vie et ne plus centrer ma vie sur des questions de contraceptifs et de saignement. Et donc, contre l'avis des médecins, j'ai demandé une hystérectomie et le chirurgien a donné son accord parce que ce n'était pas gagné en fait. C'était 2 jours seulement avant mon hospitalisation, après donc 3 mois d'angoisse en plein confinement et sous décapeptile, ce qui n'est pas rien pour les humeurs et la tristesse. Donc, évidemment, au réveil, dès la salle de réveil, j'ai vérifié qu'on m'avait enlevé l'utérus en soulevant mon drap. Que s'est-il passé? Ma hantise, c'était de me réveiller avec mon utérus. Et tout de suite, j'ai senti une libération. Mais pas de chance, j'ai un peu cumulé puisque 3 mois plus tard, on a dû m'opérer en urgence. J'ai fait une grave complication post-opératoire de l'hystérectomie, mais qui est rarissime, donc je ne vais pas l'expliquer là parce que c'est rare, donc pas de panique, ça n'arrive qu'à moi. Mais en tout cas, ça a confirmé que j'avais fait le bon choix parce que j'aurais pas du tout aimé me faire réopérer. Quand j'entends OTI notamment, moi ça me choque. J'ai de la peine et je trouve ça terrible en fait d'en arriver là et de vivre tous ces mauvais moments. Donc voilà, au cours de cette année que je crois que je peux qualifier de cauchemardesque assez légitimement, je me suis retrouvée à la croisée de plusieurs combats malgré moi. Les préjugés sexistes, nous sommes le 8 mars, donc je suis contente de pouvoir en parler, c'est-à-dire le jugement face à une femme qui ose affirmer qu'elle ne veut pas d'enfant. Visiblement, ça ne passe pas en 2020-2021. Les violences gynécologiques, qu'elles soient physiques, les gestes brutaux que j'ai pu subir, ou psychologiques, et il y en a eu, et la toute-puissance médicale, parce que maintenir dans l'ignorance des femmes qui posent des questions légitimes sur les conséquences d'une opération qu'on essaye de leur imposer, c'est pas normal. C'est pas normal de leur cacher. Si j'avais pas eu les infos à temps, on m'aurait fait une myomectomie. J'imagine ma colère au bout de quoi 6 mois, 1 an, en réalisant qu'il fallait recommencer. Je sais pas, non, enfin, ça aurait été vraiment une catastrophe. Donc, je suis d'autant plus heureuse de pouvoir parler de tout ça aujourd'hui parce qu'il me semble essentiel que chacune d'entre nous sente la nécessité et l'urgence d'éduquer toutes les femmes qui nous entourent, nos mères qui n'ont pas osé parler parce que finalement, moi, ma mère, elle ne m'a pas assez dit les choses à temps, je ne lui en veux pas. Je vois à quel point c'est difficile même de parler aujourd'hui. Honnêtement, je me suis posé la question et ce n'était pas facile de se préparer à cette conférence. Mais parler à toutes nos copines, moi je parle à beaucoup de femmes et là c'est incroyable, même des femmes qui ne sont pas très proches de moi, je sens un sentiment de libération de toutes, de parler, mais même de leurs règles, sans parler de fibrome, de parler d'endométriose, parce qu'en fait on a aussi trouvé de l'endométriose, donc aujourd'hui on en parle pas mal. Alors, ouf, passons au fibrome aussi, ce sont des combats communs qu'on peut avoir. Et je pense aussi qu'il faut éduquer les hommes, parce qu'après tout, on parle de l'origine du monde, ça ne concerne pas 50% de l'humanité, ça concerne toute l'humanité, cette zone de notre corps. Et il faut éduquer les médecins. Alors, je ne sais pas s'il y en a, évidemment, on ne reconnaît pas, ce n'est pas écrit docteur Dupont et Martin. J'espère qu'il y en a, parce que ça veut dire qu'ils sont sensibles à la cause, et je les en remercie. La spécialisation de gynécologie que vous avez choisie, c'est quand même pour s'occuper des maladies des femmes, parce que la maternité, c'est le bon côté du job. Mais hélas, il y a quand même une grande partie, ce sont les maladies des femmes. Et il ne faut pas que ce soit considéré comme des histoires de bonnes femmes. Alors, je mets plein de guillemets. Vous comprenez bien sûr les préjugés qu'il peut y avoir derrière sur les ragnagnas. Elle a ses ragnagnas, elle a ses sautes d'humeur, c'est les hormones et ainsi de suite. Ça suffit. Voilà, les règles concernent nos conjoints et nos amis. Imaginons partir en vacances avec des copains et paf, les règles débarquent quand on est dans la piscine avec eux. Et ben, ça les concerne. Voilà, donc je crois vraiment qu'il est urgent d'instaurer un dialogue entre femmes et avec le corps médical assez urgemment, un dialogue bienveillant et constructif, ça doit être possible pour qu'on ne subisse plus de maltraitance,
ni d'acharnement thérapeutique, ça c'est moi cette histoire de myomectomie qu'on a essayé de m'imposer, qui est plus de négligence par rapport aux règles dès l'adolescence, de faire comme si c'était normal. Non, parlons-en, il faut s'en occuper et il faut étudier le problème. Les maladies féminines, il y a quand même un petit souci de recherche par rapport à ces maladies-là. Et puis arrêtons la banalisation concernant les fibromes. Ok, c'est pas un cancer, ça n'en reste pas moins très grave, très douloureux et un véritable handicap dans nos vies. Voilà, merci beaucoup.